Bon, sérieusement, vous êtes plutôt Kali ou Parrot? Et à votre avis, lequel est le mieux? Est-ce que je dois plutôt utiliser Nmap ou Mascan? Est-ce qu'il vaut mieux que je développe en Python ou en Go? Ces questions sont très fréquentes quand on commence en pentest et les réponses sont parfois un petit peu décevantes. Certains ne jurent que par un seul outil, d'autres au contraire vous disent de tout utiliser, et enfin vous en avez certains qui vous disent carrément de tout redévelopper vous-même. Et en fait on se rend compte que toutes ces questions reviennent dès qu'on va aller parler de ressources. Quel site de référence on doit utiliser, quel cheat sheet, quel bouquin, bref. Et on va pas se mentir, c'est difficile de choisir. Notre invité, lui, a choisi une solution assez radicale, poussée notamment par le besoin de réaliser de très nombreux pentests de façon standardisée, en collaboration avec son équipe et pour des clients parfois extrêmement exigeants. Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. Troisième partie sur les ressources et sur l'outillage. Et on va attaquer directement par la partie outillage. Alors, est-ce que tu pourrais nous citer à peu près, sans trop rentrer dans le détail non plus, les outils et les ressources que tu utilises le plus souvent dans tes pentests au jour le jour? Alors, c'est simple, il y en a à peu près 400-500, on a estimé dans l'année 2022 que j'utilise différents, enfin que pentester utilise différents, donc je vais pas tous les lister. Je vais lister les majeurs. Donc Burp, évidemment, pour un petit proxy, quelques études d'appli web. Nessus, ça peut arriver. C'est pas régulier, mais ça peut arriver. Bloodhound, pour l'étude de graphes sur les chemins d'attaque, sur Active Directory. Tout ce qui va avec, hein, la ribambelle, Sharphound, Bloodhound.py, etc. La suite Impacket, je suis très attaché à cette suite. Parce que c'est possible de faire des scripts assez sympas à partir de là. Et donc là-dedans, je vais mettre donc Impacket, PPCats, j'en oublie un, KRB Relay, et tous ces trucs. À la Python, qui permettent de faire du Kerberos, du NTLM, et j'en passe. Plein d'attaques sur Active Directory. Bon, voilà. Tout ce qui est GoBuster, FUF, Feroxbuster pour l'enum de directory et tout, les bons vieux Nmap, Mascan pour du port scanning. Ça peut arriver Metasploit, en vrai, pour quelques exploits un peu custom, pas un custom très spécifique. Sur là, on a une caméra IP connectée au réseau. Bon, ça peut arriver. C'est pas régulier, mais ça peut arriver. Alors, il y en a un que j'utilise beaucoup, qui est Trillium. Alors Trillium, c'est pas forcément un outil technique et tout, mais c'est un outil de prise de notes et on s'appuie dessus pour faire nos rapports. Et c'est pas mal. Trillium, c'est plutôt cool. C'est un truc open source gratuit au travers duquel on prend nos notes. Voilà, on met toutes les impressions d'écran et puis à la fin on fait un petit rapport. Et puis c'est collaboratif, il y a un truc web et tout, enfin, c'est plutôt cool. Je dois en oublier des majeurs, hein. Non mais c'est sûr, hein. Parce que c'est très difficile de faire la liste là comme ça. On nous dit CME. Je l'ai vu hein, dans le chat, quelqu'un, ouais, je l'ai vu dans le chat, quelqu'un a écrit CrackMapExec sur le chat. Alors, pour être tout à fait franc, CrackMapExec est un peu une alternative à pas mal de trucs que je fais sur Impacket déjà ou avec d'autres scripts. Donc Kerberos, je le fais déjà avec GetUserSPN, AsRepRoast, GetAndPayUser, Machine Account Quota avec un autre truc, les GPP Password, pareil, avec un autre truc. LSASI, d'ailleurs il faut plutôt utiliser LSASI plutôt que le module LSASI. Enfin bref, bon. Et en plus, j'ai pas mal de soucis parfois avec CrackMapExec. J'ai du mal à plonger dans le code. C'est particulier le développement de l'outil, c'est très modulaire et tout, c'est vraiment cool. Pour autant, parfois quand j'ai un problème, pour revenir dedans, c'est un peu une tannée. Et ça peut arriver, par défaut, les queries qui sont faites sont pas des page queries sur LDAP, donc quand on fait face à des gros Active Directory, des fois ça foire un peu. Bon. Mais ça fait par contre partie des gros outils qu'on utilise hein, pour quelques usages, pour savoir quelles sont les machines qui ont du serveur SMB signing required ou non, le SMBv1 quand est-ce qu'il est actif, pas actif, faire du spray de passe de hache pour savoir qui est admin local et qui peut faire des administrations à distance en tant qu'admin sur une machine. Donc, mais bon, voilà. Donc,
je veux pas descendre l'outil, simplement, moi je l'utilise surtout en tant qu'alternative à quelques autres, quand mes autres ils marchent pas, ou inversement, quand ça marche pas sur CarApp Exec, j'ai mes alternatives. Parce que bah voilà, ça arrive qu'il y ait des problèmes là-dessus. Alors, j'ai pas mentionné tous les outils Windows à la Powersploit, Rubus. Je dois en oublier quelques-uns. Parce que j'utilise pas Windows en fait, simplement. Je pourrais, au travers d'une VM, le faire. Mais alors, il se trouve que moi je préfère Python. Et donc je préfère lire et écrire du Python que de lire et écrire du C#. Je sais pas écrire du C#. Donc comme ça c'est fait. Et même au-delà de ça, moi il y a un truc qui me dérange avec Windows, c'est la gestion intégrée des creds. Où quand on fait une action sur le réseau, il le fait avec les identifiants qui sont en mémoire, et les tokens en mémoire et tout, c'est chiant. Du coup c'est pas explicitement, c'est pas explicite dans la commande, le username et le password. Et ça m'embête, parce que du coup je sais pas trop ce qui est fait. Des fois ça marche pas, et ça marche pas parce qu'il utilise pas les bons trucs, ou il arrive pas à joindre le DC correctement parce que les DNS sont pas bien set, enfin c'est chiant quoi. Alors que sur Linux, bah, c'est très simple. On met l'IP, on met le name server, on met l'username, le password, enfin c'est très explicite. L'avantage que je trouve sur Linux, c'est qu'on doit tout réimplémenter. Donc ça force à mieux connaître ce qui se passe derrière. Moi j'aime bien. C'est moins facile au début, parce que Windows c'est bien quand tu gères les trucs à notre place. Et moi j'aime bien aussi de savoir ce qui se fait, de retoucher un peu au truc et tout, donc Linux me le permet. Python me le permet. Niveau ressources, alors en général, c'est vrai que quand on démarre, on est beaucoup sur Actrix, ce genre de choses-là. On a 2-3 blogs qui viennent se rajouter. On a, comment ça s'appelle, pas Pentest Monkey, je l'ai plus, Payload All the Things, etc. C'est des choses que tu utilises encore aujourd'hui, ou tu as des bases custom? Alors, tu as KRecipes forcément, mais ça englobe pas tout. Qu'est-ce que tu utilises? Alors, me concernant, vu que les pentests que je fais sont principalement tournés autour d'Active Directory, il se trouve que j'utilise principalement The Hacker Recipes. Parce que tout est dessus, quoi. Et sur Active Directory, sauf exception, et les exceptions, je les travaille en fait au fur et à mesure, donc les exceptions restent pas des exceptions bien longtemps. Donc en tout cas pas sur Active Directory. Sur les autres sujets qui sont pas traités, alors déjà c'est prévu qu'ils soient traités, donc un jour il y aura. Un jour, même si je passe sur d'autres types de tests, je pense que ça restera ma ressource principale. Pour autant, il y en a d'autres. iRed.team pour la partie AD, quelques techniques de Red Team et tout. Pour autant, moi j'ai du mal à rechercher là-dedans. Je trouve que c'est pas très structuré. C'est un peu le cirque. Mais il y a des trucs très intéressants dedans. Donc pourquoi pas. Actrix, évidemment. Le problème de ça, c'est un faible signal. Quand je dis faible signal, c'est... comment dire, il y a plein de trucs qui sont... En fait, ça n'est qu'un amas, sauf pour la partie cloud que j'ai pas du tout regardé, donc je saurais pas me prononcer là-dessus. Mais en tout cas, pour le Actrix qu'on connaît à peu près tous, c'est majoritairement un amas de trucs copier-coller à droite à gauche. Ce qui est bien parce que du coup, ça indexe... Enfin, ça indexe pas, mais ça centralise plus facilement ces ressources-là. Pour autant, on sait pas si c'est vrai ou pas. Il y a plein de trucs qui sont pas vrais. Il y a plein de trucs qui sont approximatifs, plein de trucs qui sont faux. En fait, pour moi, c'est des cheat sheets, en fait. Il n'y a pas trop d'explications, pas trop de contexte. Et moi, ça me manque un peu ça, parce que du coup, quand je viens faire un pentest, il me faut pas juste la commande à exécuter, quoi. Il me faut la commande à exécuter, mais il faut aussi que je sache pourquoi c'est cette commande, et globalement, comment fonctionne l'attaque, quoi. Et ça, ça me manque un peu dans des ressources comme Actrix. Ensuite, on peut avoir adsecurity.org, je crois, à vérifier, qui là contient pas mal de choses. C'est très intéressant. Pour autant, c'est pas similaire. On peut pas le mettre dans la même catégorie que THR, et Red Team, Actrix et tout, qui eux ont une structure plus structurée déjà. Là, c'est plus un ensemble de blog posts, on va dire. Mais c'est très intéressant pour la partie Active Directory. Bon, et globalement, on fait à peu près le tour de mes ressources. Des ressources centralisées en tout cas. Après, il y a plein de blog posts à droite à gauche. Des white papers, des trucs, mais ça c'est... Je peux pas tous les lister, quoi, c'est pas possible. Il y en a partout. Voilà, évidemment. Après, il y a plein de ressources aussi, c'est les GitHub perdus à droite à gauche. Lire le code source d'un outil. Ça me permet aussi de comprendre parfois comment ça marche. Du coup, ça pose la question des outils. Ça, c'est tes ressources, là où tu vas récupérer des informations, tout placer.
Mais le set d'outils que tu nous as parlé tout à l'heure, donc tu en avais environ 400, mais est-ce que tu les adaptes au fur et à mesure en fonction du pentest que tu vas avoir à faire? Donc ça nous amène vers une planète dont on n'a pas le droit de dire le nom. Ça nous amène vers Exegol finalement. Mais à la base, comment t'en es venu à ça en fait? Pour moi, c'est deux choses que je séparerais. Il y a la gestion de l'outillage et comment maintenir à jour ces outils dans un environnement qui casse pas, que les outils continuent de marcher, voilà, et de les installer dans un environnement qui soit pas notre environnement hôte pour risquer d'installer de la merde. Enfin voilà, ça c'est une chose. L'autre chose qui est un peu différente dans ce que tu décris, qui est l'adaptation des outils à notre besoin. Pour moi, je le décorrèle d'Exegol parce qu'Exegol n'a rien à faire là-dedans. Exegol, lui, te met à disposition ses outils, mais c'est pas lui qui te permet de les modifier. Ça peut m'arriver de le modifier. Alors majoritairement une paquette, puisque c'est ce que je connais le mieux et que je fais principalement en Active Directory. Et donc, quand je modifie quelque chose que j'estime que d'autres peuvent utiliser, généralement je contribue et fais une pull request pour proposer la fusion de ce code-là dans le projet. Alors pour le cas d'Impacket, c'est un peu particulier parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup de contributions, beaucoup de merge, et donc du coup je propose un fork maintenant depuis quelques jours à moi qui est rattaché à Exegol, mais c'est une exception. La plupart du temps, quand je vais modifier des trucs sur des outils parce qu'ils marchent pas dans mon cas ou pour ajouter des fonctionnalités, je vais proposer une pull request et en espérant qu'elle soit implémentée dans cet outil. Et tant qu'il ne l'est pas, si j'estime que c'est assez intéressant pour les autres, avant qu'elle soit intégrée dans l'outil, je le fous dans l'Exegol pour que les utilisateurs d'Exegol aient avant les autres cette fonctionnalité. Mais il n'y en a pas 50 quoi. C'est une paquette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bloodhound avec des custom queries. Et puis 2-3 trucs à droite à gauche que je dois oublier. Voilà. Et ensuite, bon, il y a tout le sujet de la gestion de ces 400-500 outils qui là pour le coup est pour moi différente. Est à décorréler. Et pour répondre à la question, Exegol c'est log.exe à l'envers. Est-ce que c'est un hasard? Oui. Est-ce qu'il y a une doc de la lib Impacket ou c'est juste à force de lire du code source? Je suis en train de travailler sur une documentation qui est sur tools.thehacker.recipes. Il y avait notamment BlackWasp qui m'avait aidé à documenter certains scripts. On a fait un appel à contribution là-dessus, s'il y a des gens qui sont tentés d'aider à documenter ce truc. Parce que Impacket c'est à la fois des scripts, des exemples, donc get npuser, get user spn, ticketer, get tgt, get etc, tous ces trucs, mais également la doc de la lib, qui elle est un peu différente, et qui sera un vrai challenge. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par aider à contribuer là-dessus, et voire même s'appuyer sur JetGPT pour écrire des docs, hein, faites-vous plaisir, hein, ça se fait. Hein. Je sais plus qui m'avait envoyé ça, mais on est venu me pinguer en me disant il y a peut-être moyen d'utiliser ChatGPT pour automatiser un peu la création des documentations pour Impacket, donc ça peut se faire. Pour autant, la documentation est pas aujourd'hui complète, hein. Loin de là, on en est aux prémices, mais il n'existe pas d'alternative. Donc de la même manière qu'il n'existait pas de documentation sur Mimikatz et qu'on l'a faite sur tools.zeker.recipes, donc que j'appelle ZehakerTools, bah là on fera pareil sur Impacket. Voilà. Sur Ubeus par exemple, vu qu'il y a une très belle documentation sur Ubeus, il n'y aura pas la nécessité de le faire. CrampUpExec non plus, ils gèrent leur propre documentation. Mais sur des projets qui n'en ont pas et qui sont trop utilisés pour ne pas en avoir, on le fera. On étant moi, plus les gens qui souhaitent également perdre du temps à ce genre d'activité. C'est ça. Ok, impeccable. Alors, juste avant d'enchaîner sur Exegol, parce que je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas, ça doit encore exister. Est-ce que tu peux nous résumer Exegol en 2 secondes? Ouais. Exegol, c'est une réponse, une solution à une problématique sur laquelle on a mis le doigt d'un design pas bon chez Kali Linux, Parrot, etc. Toutes ces alternatives, tous ces trucs, c'est des systèmes d'exploitation. On les installe sur notre machine, on les installe dans une VM, mais ça s'arrête là. Ils proposent ce framework, ils proposent cet OS. Sauf que le problème, c'est que quand on va faire un pentest, si on le fait tout le temps sur le même hôte, au fur et à mesure, notre hôte va devenir de plus en plus instable au fur et à mesure qu'on installe des outils. Des outils qui vont partager des dépendances avec des différentes versions. Enfin, ça va être l'horreur. Et la gestion de ce setup est un travail.
Voilà, c'est compliqué. D'autant que c'est pas parce que ce setup marche qu'il respecte les bonnes pratiques. Et donc, je rencontre régulièrement des pentesters qui utilisent leur même système pour tous leurs pentests. Et donc, demain, s'ils installent un outil qui balance un rootkit sur leur machine, eh ben, ce rootkit va permettre à l'attaquant de disposer d'un accès ou une backdoor ou autre chose, je sais pas, pour tous les pentests qu'ils vont faire. Tous. Et donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de conteneurisation, il n'y a pas de cloisonnement, il n'y a rien. Tout le monde est à poil. Et pour ceux qui sont pas à poil et qui font du duplicat de VM, bah c'est lourd. Sur les VM, il y a un overhead terrible. C'est une baisse de performance assez importante. Ça prend du temps de dupliquer ces VM là. Parfois, ça prend trop d'espace en fonction de comment on les duplique. Ça n'a rien d'automatique non plus. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une intervention manuelle à chaque fois, sauf exception pour ceux qui manipulent VirtualBox et autres en CLI ou en automatisé, ça se fait, mais c'est pas très pratique. Et donc, du coup, la réponse qu'on a trouvée à ça, c'était Docker, qui permet d'avoir des environnements conteneurisés, dédiés, séparés, machin. Le problème de Docker, c'est que c'est un enfer, parce que pour le débutant moyen, parce que entre le concept des images, des conteneurs, des privilèges, des capabilities, quand on crée un conteneur, c'est du command line uniquement, on n'a pas d'accès graphique, bref, on n'a rien. Et donc notre réponse à ça, c'était de dire, on s'appuie sur Docker en back-end pour toute la partie cloisonnement, les images, les conteneurs, tout ce qui va bien. Et pour rendre tout ça utilisable par n'importe qui, on a un wrapper Python. Et donc en fait, vous utilisez Exegol comme n'importe quel outil Python, avec vos options, votre -h, tout ce qui va avec. Et en fait, ça gère tout Docker, Git, pip, etc. pour vous. Et donc en fait, aujourd'hui, Exegol est un ensemble d'outils avec des images Docker qui peuvent être déployées en conteneur, avec un wrapper Python autour de tout ça qui permet de créer des conteneurs avec du partage d'interface graphique, avec du partage de réseau, d'interface réseau, avec des capabilities, avec tous ces trucs, mais sans avoir à traiter de toute la doc Docker qui est un peu infâme, avec des ressources pré-téléchargées, avec voilà, il y a plein de trucs. Et l'idée, c'est simplement d'apporter une solution au design qu'on trouve raté, qu'on a habituellement, et donc de permettre aux pentesters de faire des pentests dans des conditions de sécurité, conteneurisées, dédiées, séparées, sans bouffer en performance, sans bouffer en user experience, et même d'aller un peu plus loin et de proposer des solutions plus efficaces et efficientes aux utilisateurs. Donc par exemple, moi demain quand je vais sur un pentest interne, j'ai plus besoin de me rappeler des arguments et des options des différentes commandes, parce qu'il y a un historique pré-rempli dans Exegol. J'ai plus besoin de télécharger l'ensemble de mes outils, parce qu'ils y sont déjà. Et il n'y a pas que les outils qui ont plus de 5000 stars sur GitHub, il y a même des outils qui sont sortis dernièrement, et que nous on estime intéressants, et que chez Kali on retrouve un an après. Certify, incroyable outil, il s'est retrouvé installé dans Kali il y a quelques semaines. C'est pas normal. Les pentesters, ils ont un environnement qui doit évoluer beaucoup plus vite que ça. Donc voilà, l'idée c'est d'apporter tout ce truc qui permet des pros de bosser de manière pro, efficace, rapide, et ce dans une facilité déconcertante quoi. Voilà. Faites un Exegol-H, basta, vous avez toute une documentation qui est faite, un serveur Discord qui est fait, toute une communauté, enfin voilà, on estime qu'il y a à peu près 5000 utilisateurs d'Exegol aujourd'hui. On revient d'une présentation à la Black Hat là, on refera probablement d'autres présentations à la Black Hat cette année. Si on est accepté, on verra. Pour l'instant, on est très content de la tournure que ça prend, parce que c'est une vraie solution quoi. C'est stable, ça marche Windows, Linux, Mac, ARM, AMD, enfin ça marche partout et ça marche bien. Et aujourd'hui, nos pentests, on arrête de perdre du temps. Moi, quand je vois les gens qui sont là, ah non, attends, c'est quoi déjà l'option sur tel outil que j'utilise tous les jours? Bah oui, mais non, parce que Exegol est une historique pré-remplie. Il y aura des variables d'environnement, enfin bon, bref, il y a plein de trucs. Je vous laisserai découvrir. La présentation. C'est magnifique. Hein. Ouais. Ça change la vie. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est extrêmement pratique. Pour le pentester de refaire les mêmes commandes à chaque fois. Quoi. Puis en plus, on va pas se mentir, quand on fait un Kerberos d'un domaine à l'autre, c'est la même commande. Donc pourquoi à chaque fois on retape tout quoi? On s'en fout de tout retaper. Ça, par exemple, on parlait tout à l'heure du fait qu'on fait pas les impressions d'écran au fur et à mesure. Mais allons plus loin. Imaginons que le client il dit je veux savoir exactement ce que vous avez fait sur votre pentest. Et bien avec Exegol, vous faites Exegol start-L ou -log, et tout ce que vous écrivez et tous les outputs des commandes sont logués dans un truc qui s'appelle ASCII-NEMA. Ça vous permet de rejouer votre pentest comme s'il y avait quelqu'un qui le tapait à votre place. Vous avez tout.
Vous avez le Trillium aussi, pour la prise de notes en collaboration. Vous avez les custom queries Bloodhound qui sont déjà dedans. Les serveurs Bloodhound, enfin bref, vous avez tout quoi. Donc maintenant, on utilise, toute l'équipe utilise que ça chez nous en tout cas, et d'un point de vue collaboration, c'est génial aussi, parce qu'on a tous les mêmes versions, tous les mêmes outils, on sait déjà que sur l'environnement de notre copain, il va y avoir tel et tel outil, enfin, c'est... Quelle tannée d'utiliser les autres systèmes pour faire nos pentests. C'est très bien pour démarrer, se former, faire des labs, faire du CTF, et faire du pentest professionnellement, non. C'est pas possible. Ton intervention à Black Hat, c'était quoi? C'était pour présenter l'outil en fait? Tu avais un stand, si j'ai bien compris? Ouais. La Black Hat donc dispose de plusieurs événements. T'as la Black Hat USA à Las Vegas, Europe à Londres, Asia à Singapour et MIA à Riyad. Et à Londres, on est allé, ils ont une section, à chaque Black Hat, il y a une section qui s'appelle Arsenal. Et cette section, de la même manière que les conférences, choisit en fonction des call for tools qui leur sont adressés, un ensemble d'outils, ils acceptent ou non des submissions, de la même manière que les conférences. Et donc nous, ils nous ont accepté la nôtre qu'on a proposée en juin ou juillet, je crois. Et donc en décembre, là, on en revient là. On est allé présenter à cette section qui s'appelle Arsenal, donc on dispose d'un petit stand un peu à la vente de saucisses, avec un petit écran et un petit haut-parleur. Et on présente tout simplement le truc. Ce que je vous ai dit là, avec quelques slides, et puis ensuite on fait de la démo quoi. Et donc, par exemple, un moyen qui a été de montrer que c'était très facile et en même temps que ça permettait de bosser de manière pro, on a fait à la toute fin un espèce de speedrun sur une machine avec The Box pour montrer encore une fois que c'était utilisable facilement, rapidement et tout. Je crois qu'on avait fait on est tombé les 8 minutes je crois sur Forest, ce qui est pas excellent, hein, mais l'idée c'était de montrer qu'on n'avait pas besoin de revenir à chaque fois sur les arguments, tous les outils étaient déjà là, toutes les ressources étaient déjà là, et globalement demain si vous êtes compétiteur sur Xbox et tout, franchement, c'est pas pour faire de la pub à mon propre truc, hein, mais utilisez-le parce que vous allez gagner un temps fou. Hein. Et puis si vous faites pas de la compétition et que vous avez simplement envie de poster professionnellement et d'assumer que vous faites vos pentests correctement, trouvez une autre solution. Que soit Exegol soit autre chose, mais dupliquer des VM à chaque fois, c'est pas possible. Et faire installer une Kali Linux comme système d'exploitation haute, c'est pas viable, c'est pas possible. Donc voilà, j'invite les gens qui utilisent pas ce genre de solution aujourd'hui, qui sont sur un OS haute, sur de la duplicate VM, etc., à repenser un peu leur façon d'utiliser leur système. Je suis pas sûr qu'on ait une grande crédibilité à donner des conseils à nos clients si nous-mêmes on respecte pas un minimum de sécu. Demain, si je veux rentrer dans une grosse boîte, une de mes targets ce serait les pentesters de cette boîte parce que ils utilisent tous des outils des libs personne audite. Dans les 500 tools, il y en a 90% qui sont open source. Mais est-ce que vous avez vraiment audité les codes sources de ces programmes, de ces scripts et les librairies dépendantes? Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Voilà, donc je dis pas qu'Exegol fait cet audit, hein, c'est pas ce que je dis. Simplement, il vous permet de les faire tourner dans des conteneurs dédiés à votre client. Client A, client B, client C, chaque conteneur avec ses bons paramètres et tout, donc bon. Voilà, c'est une solution parmi d'autres. Mais si y en a qui cherchaient ce genre de solution, bah sachez que ça existe. Comment ça se passe pour tester les outils? En fait, tu testes les outils en amont en sandbox ou... Enfin, puisque tu nous parles de librairies tiers en fait qui peuvent être dangereuses. Donc comment ça se passe pour toi en fait ces tests? J'ai pas de solution à ça malheureusement. J'ai pas la possibilité. Aujourd'hui, on peut pas. J'ai pas de solution pour auditer les codes sources à la recherche de codes malveillants et tout. J'ai pas de solution. Si quelqu'un a une solution à ça, je suis très preneur. Ça peut se faire aussi. On va probablement retravailler aussi Exegol sur un. Il y a un truc qui est dans les cartons sur Exegol qui est un mode hardenné, dans lequel avec --harden, un truc comme ça. Il y aura un ensemble de pratiques qui seront mises en œuvre pour conteneuriser encore plus de choses. Pourquoi pas par exemple appliquer des règles de firewall pour que l'ensemble de vos outils ne sortent pas sur internet. Pourquoi pas. Ce qui est un mode qui peut empêcher certains outils de fonctionner, pour autant ça peut être l'intérêt du mode harden. Il y a d'autres trucs, hein. Peut-être faire tourner les conteneurs Docker dans un environnement applicatif dédié sur l'autre, pour que là aussi on puisse, même s'il est possible d'escalate depuis un conteneur Docker sur l'autre, qu'on puisse escalate que sur un environnement dans l'autre, mais pas non plus sur l'autre. Enfin bon, il y a pas mal de choses sur lesquelles on est en train de bosser pour essayer d'apporter des mesures périmétriques autour de tous ces trucs. Pour autant, j'ai pas de solution aujourd'hui sur les revues de ces codes.
peut pas. C'est pas réaliste de penser qu'on puisse faire une revue exhaustive de l'ensemble des codes sources de ces applications, de ces 500 outils, c'est pas possible. Donc il faut qu'on fasse notre maximum pour limiter la propagation d'un potentiel problème, son impact sur notre hôte, et son impact sur les données des clients. Par exemple, si vous foutez toutes les données clients au même endroit, bah, un accès et c'est mort quoi. Vous avez tout perdu. Ou toutes les données leak. Alors que si vous avez toutes les données dans un conteneur dédié, bien séparé, avec un contexte applicatif différent à chaque fois et tout, enfin bon, là, vous enlevez cette épine du pied. Si en plus de ça, on retravaille sur ce mode Harden et tout, et qu'on peut permettre aux utilisateurs de s'assurer que les outils ne sortent pas sur Internet, je sais pas, là par exemple on avait retravaillé dernièrement sur le fait que les outils aient tous Python par exemple, et pour la plupart un environnement virtuel PyPX dédié à leur installation pour éviter les problèmes de dépendance par exemple. Dernièrement on a rajouté aussi une pipeline de CICD de check pour s'assurer que l'ensemble des outils qui sont installés sur Exegol marchent. C'est con hein, mais on a mis ça en place et c'était chiant à mettre en place. Et c'est pas fini d'ailleurs. Mais ça peut aussi passer par ça, par l'ajout dans des pipelines de l'exécution de certains outils, vérifier que ça sort pas sur internet ou quoi, je sais pas. On est ouvert aux propositions, c'est pour ça aussi qu'on a créé une communauté sur Discord, pour qu'il y ait des gens qui ont des suggestions, des inquiétudes, des questions, qui puissent les remonter. Intéressant, on a une question dans le chat, je sais pas si elle te parle, sur les fonctions d'effacement des logs ou des containers. Bah oui, on supprime le conteneur. Donc Exegol remove le conteneur client A. Voilà, très simple. Donc ça vire tout. Vous avez le choix aussi de virer ou non les données qui ont été traitées pendant le test, qui ont été positionnées dans un environnement de travail dédié à ce conteneur. Si vous choisissez de supprimer ce workspace et que vous n'avez rien backupé avant, bah, vous perdez tout. Bon, pour autant, le wrapper Python justement est là pour ça, pour vous dire attention, il y a des données quand même liées à ton conteneur, t'as peut-être pas envie de les perdre. Donc il vous donne la possibilité de garder ou non. On est aussi en train d'avoir dans les cartons une fonction de backup. Vous faites Exegol backup je sais pas quoi, et backup les Trillium, l'environnement home, etc. dans un tar GZ secure, je sais pas. Il y aura aussi la possibilité par exemple de travailler avec des volumes chiffrés, qui est aussi dans les cartons, des volumes LUKS, et de les monter au start du conteneur. Et ensuite, je vois une remarque, j'ai dit sécuriser pour pas qu'un micode qui achète un disque sur le bon coin recoupe les données clients. Alors ça, du coup ça rejoint ce que je disais sur le fait qu'on monte des conteneurs chiffrés. Donc c'est une possibilité hein, sur laquelle on est en train de bosser. Enfin, qu'on est en train de bosser, qui est dans la to-do list. Attention, on ne peut pas bosser sur tous les sujets en parallèle, mais elle fait clairement partie de la to-do list, d'avoir chaque conteneur qui a son /root ou je sais pas quoi, qui est chiffré. Donc c'est une possibilité, pour autant, je vous invite quand même très fortement à chiffrer tout votre disque. Et ça dépasse Exegol. C'est votre responsabilité de chiffrer votre disque. J'espère que les pentesters qui regardent ce stream, qui n'ont pas d'environnement chiffré, sont en train de se dire que c'est un problème. Chiffrez votre disque, s'il vous plaît. Si vous faites voler le disque dans le train, enfin votre PC dans le train et qu'il n'est pas chiffré, vous êtes mort. Et s'il y a des KRBTGT qui traînent pour votre client et tout, c'est horrible. Il faut se rendre compte du truc. Je connais des pentesters qui ont... J'en ai connu en tout cas, qui n'avaient pas de PC chiffré. Donc faites-le s'il vous plaît. Et voilà. Bon, ensuite, nous on essaiera de rajouter des mesures périmétriques autour de tout ça. Je vois dans le chat, c'est un bon conseil. Non, mais c'est pas un bon conseil, c'est obligatoire. C'est quand on va chez nos clients et que les PC sont pas chiffrés, on leur roule dessus. Enfin, c'est aberrant. Ils ont le même administrateur partout, ils ont des données sensibles de dingue sur quelques postes et tout. Donc pour nous, pentesters qui allons prodiguer des conseils de sécu à des entreprises, si votre PC n'est pas chiffré, c'est un problème. Il faut le faire. Il faut chiffrer votre PC. Voilà. Donc après, je connais pas de boîte qui flique l'utilisation des PC des pentesters et tout, mais faites-le. Que vous ayez cette tranquillité d'esprit. Pareil, utilisez un gestionnaire de mots de passe différent à chaque fois et tout. On est censé montrer l'exemple aussi sur l'utilisation des ressources informatiques. Donc je dis pas qu'on doit tous avoir une YubiKey de malade dans un coffre avec authentification biométrique, mais bon, un minimum quand même. Un minimum un minimum. Disque chiffré, gestionnaire de mot de passe. Et à chaque fois que vous faites un pentest, vous faites dans un environnement dédié, séparé,
pas des historiques partagés, pas des environnements de données partagés. Voilà, séparez un peu votre truc et que vous soyez droit dans vos basques. Alors, je vais passer sur des questions un petit peu différentes. On en avait certaines sur pas mal sur l'Active Directory et les outils. Après, on commence à arriver à court de temps, donc ça va être un peu compliqué. Peut-être qu'on se refera un épisode pur Active Directory, ça pourrait le faire. Pardon. J'ai une question par contre sur la partie ressources. Donc toi, tu nous disais que tu utilisais pas mal ton Hacker Recipes et puis d'autres notes à côté. Est-ce que pour autant, chez Capgemini et avec ton équipe, vous avez une base de connaissances qui est partagée entre vous et qui est propre à l'équipe, plus qu'à toi en tant que personne? Et surtout, alors si c'est le cas, est-ce que vous l'alimentez en faisant de la veille techno? Et plus que de la veille techno, même de la veille, j'ai envie de dire, de menaces émergentes, des 0D, etc. On va faire une réponse courte. Actuellement, non. Actuellement, Et j'estime non. que c'est un problème. Hmm. Voilà. C'est pour moi une des actions que nous devons mettre en œuvre. Avoir cette base de ressources partagées qui dépasse, qui est une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qui existe dans le public. Donc, c'est-à-dire des ressources privées qui sont propres à des résultats de recherche qu'on aurait menés et faire ces travaux de recherche dans des bonnes conditions. C'est difficile parce que dans des activités comme Cap de pentest, souvent la barrière est fine entre la recherche et la partie pentest. Mais en tout cas, sur la question des ressources partagées, pas à ce jour. En tout cas, certains de Cap diront que c'est faux, hein, mais moi j'appelle pas ça des ressources partagées de valeur. Donc il faut qu'on le fasse. Quelque chose qui apporte une vraie valeur par rapport à ce qui existe d'un point de vue connaissance publique. Mais il faut qu'on le fasse. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Mais bon, pour le faire, ça nécessite de mettre plein de trucs en œuvre pour s'assurer que ce soit pas fait en vain, que ce soit résistant au temps, que ce soit alimenté, qu'il y ait des gens qui travaillent dessus, que ce soit de qualité. Enfin, il y a plein de conditions, on va dire, à ce que ça se fasse dans de bonnes conditions. Donc voilà, c'est les quelques initiatives qu'il y a eu jusqu'à présent pour faire ça n'ont pas respecté ces conditions et donc malheureusement n'ont pas résisté aux différents changements d'équipe, au temps et à l'obsolescence de certaines techniques. Alors c'est une question qu'on avait déjà posée alors à pas mal de monde au final. L'épisode avec Podalirius était intéressant là-dessus aussi. On parlait de la veille et de la recherche de 0D. Est-ce que ça avait un intérêt de garder un espèce de catalogue secret de techniques ultimes, etc. quand tu es en pentest? On avait eu quelques éclaircissements là-dessus. Toi, tu te situes où par rapport à ça? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup pour une boîte qui fait du pentest d'avoir le catalogue de la mort avec des 0D ou des techniques qui sont que chez vous pour aller chercher de l'avantage compétitif, des contrats spéciaux, tu vois, enfin un avantage à ce niveau-là? Aucun intérêt. Voilà, c'est simple. Une boîte qui fait du pentest, c'est pas son job. Pas à mon sens. Si à la fin du rapport, elle dit « Ah, on vous a pété à cause d'une 0D », c'est bien, mais c'est pas du pentest. Ou alors, faut vraiment s'accrocher pour donner les preuves d'exploitation et ce que je précisais tout à l'heure sur la transparence dans la réalisation des tests, mais ça n'a aucun intérêt. Par contre, attention, dans une boîte qui fait du Red Team, là oui. Là oui. Là d'accord. Ok. Parce que là, vous allez stimuler des équipes de défense. Là, vous allez simuler des vrais attaquants. Vous n'allez pas essayer d'être le plus exhaustif dans les vulnérabilités existantes, connues, etc. Non, non, non. Donc Red Team, oui. Mais dans une boîte qui fait du pentest, non. D'accord, mais si tu es en Red Team, par exemple, la 0D, tu la discloses ou tu la gardes pendant 6 mois pour l'exploiter à chaque fois? Dans le cas où tu en trouves une, c'est ça, de 0D? Alors, ça dépend. Donc, si c'est ce que je disais tout à l'heure, tu es dans une boîte qui fait du Red Team, ça peut avoir un intérêt de la conserver. Alors, mon avis là-dessus, il est un peu particulier. Enfin, c'est qu'il n'y a pas de réponse parfaite à cette question. Parce que, à la fois, si on la publie correctement, avec les bons canaux via les éditeurs, qui eux-mêmes font redescendre dans leurs utilisateurs les correctifs, etc., c'est très bien pour l'ensemble du marché. Pour autant, l'ensemble du marché ne nous rémunère pas par rapport à cette recherche. Et on n'a aucune raison de continuer à la faire. Ça ne peut pas survivre. On ne peut pas continuer à faire de la recherche gratuitement. C'est pas possible, ça marche pas. Ou alors il faut des subventions de je ne sais quoi, mais
ça ne marche pas. Donc il faut trouver quand même un modèle de rémunération. Sinon la recherche s'éteindra. Et sur le court terme, on aura réussi à contribuer à une montée de niveau, mais ça ne marchera pas sur le long terme, vu que l'équipe qui a produit les résultats de recherche ne peut pas survivre, vu qu'elle n'a rien, elle ne gagne rien. Donc si on veut faire la vision long terme, à mon sens, c'est d'avoir un modèle qui marche d'un point de vue business, pour que l'équipe recherche subsiste, qu'elle continue d'exister et qu'elle continue de chercher, que in fine ça produise quelque chose pour l'ensemble du marché, mais que quand même on trouve un moyen de rémunérer tout ça, de rémunérer cette équipe qui produit ces résultats. Ce que moi j'ai identifié comme méthode pour le faire, c'est une méthode hybride, c'est-à-dire pourquoi pas que les 0D par exemple servent sur l'année ou 6 mois, en fonction de si on estime que qu'elle a été très facile à trouver ou pas forcément, je sais pas. Mais on la garde un peu et on la fournit par exemple pour la partie Red Team. On ne la publie pas, rien là-dessus. Et c'est la partie Red Team qui s'en sert justement pour simuler les équipes de défense face à des menaces qu'ils ne connaissent pas, pour voir aussi leur capacité à détecter des choses qui ne sont pas connues à ce jour, comment ils réagissent face à l'exploitation de trucs pas connus, voilà, tout ce truc. Et ensuite, une fois que ce délai de 6 mois ou 1 an est passé, contribuer à la montée en maturité de la sécu, du marché de la sécu, du marché de l'informatique. Mais le problème, c'est que si on le fait tout de suite, c'est beau, mais ça veut dire qu'on se tire une balle dans le pied avec ce qui pourrait alimenter notre travail de Red Team, parce que ça veut dire que la Red Team, elle va s'appuyer sur quoi? Que des techniques de bypass. C'est dommage. Les attaquants, ils font pas ça. Hein. Les attaquants, ils font pas que du bypass, ils font du 0D aussi. Hein. Donc, si on veut vraiment faire notre taf de Red Team de simulation d'attaque et de stimulation d'équipe de défense, il faudrait avoir de la 0D. Donc de la recherche. Et si on veut de la recherche qui marche, qui subsiste, et il faut la rémunérer. Et pour la rémunérer, si on file tous les résultats tout de suite, ça marche pas. Parce qu'il n'y a personne qui nous paiera pour l'avoir. Donc, à mon sens, c'est le meilleur fonctionnement. Sur le court terme, d'en bénéficier pour rémunérer l'équipe, donc c'est-à-dire au travers d'activités de Red Team, et d'avoir une cote-part, on va dire, de la Red Team qui servent aux travaux de recherche. Et ensuite, une fois que on va dire, on a capitalisé sur cette trouvaille, la faire bénéficier à l'ensemble du marché pour monter le niveau. Voilà. Il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord. Hein. Je suis preneur d'échanges sur le sujet ou d'avis divergents. Mais malheureusement, si on sort tout de suite gratos, l'équipe de recherche, elle trouvera rien d'autre. Et sur le long terme, ça marchera pas. Ah ouais. T'as un fond très politique et même éthique dans cette question de toute façon, donc c'est vrai que par essence, ça va beaucoup différer par personne, ouais. Ouais. Ça va clasher, ouais. Ouais, pas de souci. Mais s'il y a des gens qui ont des avis divergents, je suis preneur déjà de les avoir, d'en entendre parler, mais aussi d'aller plus loin, de creuser ok, mais du coup, si vous les release tout de suite, comment est-ce que vous faites pour faire en sorte que cette équipe Red Team subsiste et que cet effort continue sur le long terme, par exemple, entre autres choses. Ou comment est-ce que vous faites pour, si vous les réalisez tout de suite, équiper votre Red Team de façon assez identique à ce que ferait un APT. Voilà. Il faut aussi garder ça en tête dans cette réflexion. On va se diriger vers la conclusion de cette longue soirée très intéressante. Juste avant de s'y diriger, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as une technique ultime à la shutdown, un shutdown spécial suplex, un truc que tu peux sortir en pentest, tu sais que ça passe à chaque fois? Alors, réfléchissons un peu. Attitude adjustment ou un you can't see me. Ou un quoi? You can't see me. Tu connais pas John Cena? Alors attends, je réfléchis à la technique. Pendant une période, j'aimais bien le chemin de relier un contrôleur de domaine vers un deuxième, de downgrade l'authentification NTLM V1, ou soit d'exploiter la CVE 2019-1040 Drop the Mic pour permettre le relais, on va dire, je vais faire simple, pour permettre le relais du DC1 au DC2, et
par ce relais, créer un compte machine, l'autoriser à se faire passer pour qui il veut auprès du DC relayé et se faire passer pour un administrateur du domaine auprès de ce DC. Très sympa, très sexy. Pour autant, les découvertes et les retombées de la coercition d'authentification sur MS EFSR, aka Petit Potam, merde, je fais tomber une poubelle, ont fait que ces techniques de coercition, d'ailleurs, se sont réduites petit à petit. Et c'est de moins en moins possible parce que les clients corrigent de plus en plus ce genre de trucs. Et puis ils patchent de plus en plus leur DC. Et chez certains clients, ils empêchent NTL MV1. Donc cette technique n'est plus trop d'actualité. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est DCS. Parce qu'il y a plein de chemins. Et notamment ESC8. C'est très cool. Parce que ce qui me fait marrer derrière cette technique, c'est que les clients, pour beaucoup, quand ils ont créé leur ADCS, ils ont cliqué sur la case Web Auto-enrôlement pour avoir cette feature. Mais ils ne savaient pas pourquoi. Et ils se sont dit, bon, au pire, ça coûte rien, on clique, ça marche, voilà. Et bah sans le savoir, bam ils se sont ouverts une porte qui s'appelle ESC8, qui a été nommée comme ça par les chercheurs de SpectreOps, et c'est très cool, j'adore cette technique. Voilà. Pour autant ça marche pas à chaque fois, c'est très dur d'avoir la technique qui marche à chaque fois, il y en a pas vraiment, mais celle-là je l'aime bien, elle est cool. Ok, impeccable. Mais ESC8 tu dois y coercer une autre quand même, oui absolument, oui, oui bien sûr, tu dois coercer une autre quand même, bien sûr. Alors après ça se fait soit au travers de coercition directe, donc printer bug, petit potam, etc. Soit à base de poisoning et spoofing, LLMNR, NBTNS, MDNS, DHCP, DHCPv6, ARP poisoning, WebDAV, etc. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Oui. Très bien. Eh bien écoute, c'est parti pour cette conclusion. Je vais te demander de nous raconter ta pire expérience, mais vraiment le pire souvenir que t'aies en pentest. Ou en team leader. Pourquoi pas. Ah, j'en ai quelques-unes. Bah tu sais quoi, je vais t'en donner une en pentest. Et je vais t'en donner une en hybride pentest team lead. C'est un peu hybride. Alors, sur la partie de pentest, j'aime bien raconter cette histoire parce que c'est l'histoire qui est à l'origine de la création d'Exegol. Je suis parti faire un test d'intrusion dans un hôpital. Et au fur et à mesure de mon test, ça se passe bien. Et je me dis, bah tiens, je vais installer tel outil pour faire telle attaque. Et bon, je l'installe, sauf qu'il marche pas. Je sais plus ce que c'était peut-être Icebreaker, je crois, si ce truc existe. Mais ça me dit quelque chose, Icebreaker. Ou Ice Killer, je sais plus. Et un truc, une espèce de truc automatisé Active Directory chelou, c'était bizarre. Et ça m'étonnait pas que ça marchait pas, quoi. Donc bref, j'installe, ça marche pas, et je me dis bon, ok, je vais le désinstaller. Donc je le vire. Sauf que ça avait complètement foiré toutes mes dépendances. Il n'y a plus rien qui marchait. Du coup, je fais oh là là là. J'avais commencé le pentest depuis pas très longtemps. Hein. Donc il y avait encore quelques grosses erreurs que j'ai pu faire à ce moment-là, et celle-là en fait partie. APT, Purge Python. J'ai viré toute l'install de Python sur mon système. Donc c'était pas la meilleure décision à prendre. Mais c'est bien, des erreurs on apprend. Ah, c'était pas la meilleure. Dur. Bref, je vire tout. Et sauf que ce que je ne savais pas, c'est que une grosse partie du système d'exploitation s'appuyait sur Python. Pour plein de trucs. Et c'était transparent pour moi, je savais pas. Et donc je fais, oh merde, bon, y a plein de trucs qui déconnent. APT installe Python. APT requires Python. Tu installes Python. Je me dis, ah bah, c'est curieux ça quand même. Sauf que vu que j'avais fait un purge, j'avais tout viré. Et donc je m'amuse à faire du dpkg install dans tous les sens des trucs. Ah, c'était horrible. Mais j'y arrive pas. Et mon système, il était éclaté. Il n'y a plus rien qui marchait. Plus rien. J'étais au milieu de mon pentest. Donc, 17h, je me retrouve devant mon PC qui marche pas. Le client juste à côté qui vient, qui dit ça va, tout comme vous voulez, vous en sortez bien sur votre pentest. Je fais avec un flegme absolu, mais bien sûr, tout va bien. Allez, sur ce, je vous dis bonne soirée et à demain. Je rentre à l'hôtel. Ah l'arnaque. J'ai passé
toute la nuit. Alors en soi, tout s'était bien passé dans la journée. Ça aurait été une arnaque si j'étais pas arrivé le lendemain matin avec un système fonctionnel. Donc, charge à moi de faire ce qu'il fallait dans la nuit pour tout resetup. Sauf que je vous laisse imaginer avec une connexion d'hôtel moisi, la réinstallation d'un système et de tous les outils, toutes les confs, tout ce qui va avec, ça prend des heures. J'avais l'habitude de le faire déjà parce que tous les 6 mois je réinstallais ma Kali parce que justement ça marchait plus à cause de conneries comme ça. Et puis ce jour-là, 7h du mat, j'avais 2 heures de sommeil, je vais chez le client et ce jour-là je me suis dit plus jamais je me retrouve dans un truc pareil. Plus jamais. C'est hors de question. C'est mort. Et c'est comme ça que j'avais créé le projet Exegol, qui au départ était très simple, hein. C'était un Dockerfile, basta. Et au fur et à mesure de partager le truc avec les gens, c'est aussi pour ça que j'avais décidé de le rendre ouvert sur GitHub et collaboratif. Bah, les gens apportent leur avis, leurs critiques. Je m'appuie sur ce qui existe. Les gens qui disent ouais mais Docker c'est de la merde. C'est vrai. Non, on va faire un wrapper Python du coup. Et puis ton wrapper Python est codé comme de la merde. C'est vrai. Du coup on va tout recoder. Ouais bah sauf qu'il manque des ressources. C'est vrai. Donc on va les faire. Ouais, voilà. Et donc cette histoire un peu calamiteuse où j'ai passé toute la nuit comme un galérien à tout refaire a donné lieu à cette solution où je me suis dit cette année j'ai installé 4 fois mon système. Je veux plus avoir à faire ça. C'est mort. Donc ça c'était une des pires histoires tech. Voilà. Et puis la joie aussi d'avoir fait un apt purge Python et sur le moment même d'avoir regretté amèrement parce que je me suis rendu compte en fait en le tapant la sévérité du truc. Je tape apt purge Python, tu fais rentrer et c'est pas rien quand même, c'est pas anodin. Tu te dis c'est peut-être Peut-être une grosse connerie. je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr du truc. Donc c'est instant regret et voilà, je m'en souviendrai un moment. Et l'autre histoire un peu que j'ai retenue, c'était pas la pire, mais elle m'a marqué en. Elle a confirmé, on va dire, le fait que dans les équipes pentest, dans ma priorité, c'est de chercher des gens avec un bon profil. Je devais aller chez un client un jour, et cette mission était à la fois un pentest interne, à la fois il fallait qu'on benchmark une espèce de solution d'EDR. Et donc il fallait qu'on fasse un peu de bypass d'EDR, de trucs un peu red team en fait. Sauf que moi c'est pas ma spécialité, et donc ne souhaitant pas vendre de la roadmap, j'ai proposé qu'un collaborateur qui était à l'époque chez nous, qui fait maintenant plus partie des effectifs, m'accompagne et m'aide sur cette mission, parce que j'avais pas la compétence. Et lui avait la compétence. Et donc, bon, on organise le truc, sauf qu'en fait, il m'a posé un lapin, le jour J, de la mission. Pas de réponse et tout, c'était très compliqué. Et en fait, je me suis retrouvé solo sur la mission. Alors, ça s'est très bien passé. J'ai été transparent avec le client et il l'a su. On s'est arrangé comme il fallait pour faire ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, la mission s'est très très bien déroulée. On a pu faire comme il fallait le benchmark de la solution. Techniquement, tout s'est très bien passé. Mais d'un point de vue gestion de mission et relationnel humain, ça a été un petit challenge à ce moment-là parce que on sait pas trop comment réagir à ce moment-là. On se dit, ok, est-ce qu'il y a des problématiques perso que je dois prendre en compte? Oui, ok, comment composer avec ça? C'est difficile parce que ça a un impact direct et fort sur notre mission. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là, pour le coup, on a discuté un peu avec la chaîne de management et tout, c'était compliqué. Et du coup, c'est une histoire que je retiens, qui m'a un peu appris quelques petites choses sur quelques attentions à avoir vis-à-vis des profils peut-être qu'on. Alors c'était pas un profil que j'avais recruté, hein, loin de là, comment dire, c'était quelqu'un de senior, enfin voilà, qui avait de la bouteille. Hein, je pense pas qu'il avait pour habitude de faire ça, mais il se trouve que ce jour-là, c'était tombé sur moi. Et donc moi, ça m'a donné aussi quelques enseignements sur peut-être des signaux, des trucs, faire attention à certaines choses. Voilà. Alors, ça m'arrivera peut-être à nouveau un jour, je sais pas. C'est les aléas de la vie. Mais ça m'a marqué, ce truc. Parce que sur le moment, je savais pas trop comment composer avec. On se dit, merde, mon collègue, il m'a abandonné quand même, là. Mais il m'a lâché comme une merde. Voilà, chez le client, en plus, qu'est-ce que je fais vis-à-vis du client? Ouais. Qu'est-ce que. Voilà. Donc bon, et on a décidé de le dire au client. On a même la charge qui était associée à ce collaborateur-là.
on l'a transformé, on va dire, en charge sur laquelle moi je suis revenu derrière chez le client pour porter certaines remédiations. Donc tout s'est très bien fini. On a, je pense, fait les bons choix, d'être transparent avec le client, de trouver une meilleure solution, voilà. Mais sur le moment, le lapin, il fait pas plaisir. Jamais, jamais, ça fait jamais plaisir. Ouais. Hmm. Après, voilà, il y a des raisons, hein, qui expliquent, des raisons perso, des raisons pro, enfin, il y a plein de trucs derrière. Mais où est la limite de l'acceptation? Où est-ce que jusqu'où on va pour, comprendre les gens et accepter leurs aléas? Et ça, c'est compliqué. Voilà. Alors ensuite, la meilleure histoire, ouais, c'est une histoire de Red Team. Je l'ai vu dans les chats tout à l'heure. Quelqu'un qui disait, des trucs à la James Bond, ça a l'air marrant et tout. J'ai pas participé à beaucoup de Red Team. Globalement, j'en ai fait 2. Et les 2 avec de l'intrusion physique. Et il y en a qu'une parmi les 2 sur laquelle il y avait l'intrusion physique de nuit. Et c'était très cool, hein. En vrai, c'était sympa. Je suis pas sûr que je le referai parce que, en tout cas avec un cadre différent, ça c'est sûr. Mais c'était trop bien comme mission, c'était vraiment trop cool. Ça allait traiter d'intrusion physique, d'ingénierie sociale et tout. Et l'histoire dont je me souviens, en tout cas sur ce Red Team, il y en a plein, hein. Je pourrais parler des heures de ce Red Team là. Je vais essayer de vous faire une histoire un peu à la Darknet Diaries. Il pleuvait un peu, il faisait nuit. Ça faisait quelques heures qu'on tournait autour du bâtiment, essayer de comprendre un peu sa structure, par où rentrer, etc. Et globalement, vers la fin de journée, on a réussi à envoyer un mec de l'équipe à l'intérieur du bâtiment et il s'est planqué dans les chiottes. Il s'est planqué, on est resté au téléphone avec lui et pendant ce temps-là, nous on était en tenue civile et tout, donc bon, on n'avait pas notre matos. Bref, on le laisse là-bas. On retourne au QG, qui était la chambre d'hôtel, et on achète des cordes, des machins, des trucs. On achète ce qui manquait par rapport à ce contexte-là. Et on se disait, ok, les alarmes sont parfois que au rez-de-chaussée, donc peut-être qu'il faudrait passer des trucs via la fenêtre pour pas faire détecter de trucs. Nous, si on veut rentrer, on rentrera par l'étage directement. Enfin bref, on se fait pas mal de plans, et donc globalement, plan A, si le collègue reste dans les chiottes, eh ben très bien, il nous ouvrira de l'intérieur. On lui passera des affaires en fonction de ce qu'on estime être les caméras de surveillance et tout. Et on essaiera de faire du hacking depuis l'intérieur. Bref, on arrive, 22-23 heures, on attend, plus de lumière, machin. Il pleuvait un peu, ça caillait. Et donc je me retrouve avec mon bonnet, mes écouteurs, toujours en communication avec les 2 gars. Un gars dans la voiture prêt à nous exfiltrer en cas de besoin. Et le gars au chiottes. Et je suis pas dans un buisson, mais presque. Je suis vraiment collé à un espèce de buisson à hauteur d'homme. En tout cas à hauteur de moi, c'est-à-dire 1m20. Et donc planqué dans mon truc, avec mon gros sac à dos, avec toutes mes affaires dedans, mes Rangers, mon espèce de treillis noir, enfin c'est vraiment tout ce qu'il fallait dans les poches. Il y avait un paquet de Squirrel ici, un Raspberry Pi par là, un câble là-bas, enfin c'était le bordel. Mais il y avait ce qu'il fallait pour vite brancher, machin, et se barrer. Et il se trouve que je sors de mon buisson à un moment, et je me dis, ok, c'est le bon moment pour rentrer. Il n'y a plus aucune lumière, ça fait depuis au moins une demi-heure que je vois plus personne bouger dans le bâtiment. On y va. C'est petit quoi, me retourne, et à mes 9 heures, à 50 mètres, dans l'autre bâtiment adjacent à notre client, un vigile qui me voit depuis l'intérieur et qui me regarde avec insistance. Et il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et vous me croirez peut-être pas. Chacun se fait sa propre. Mais en tout cas, je ne vous mens pas, c'est très authentique ce que je suis en train de vous dire là. Du haut de mes 1m20, dans ma tenue aberrante, je suis allé voir ce vigile. Je me suis dit, c'est simple, c'est soit il a déjà appelé les flics et je suis mort, soit il y a moyen de faire un truc. Et donc je vais le voir. Le mec me fait rentrer parce que j'étais sous la pluie, donc, mais suspicieux. Et à ce moment-là, j'incarne le meilleur Ozinter ingénieur social qui existe en moi. Et je lui dis, ça va, vous avez vu personne? Oh là là, parce qu'ils nous ont dépêchés en urgence là.
J'ai même pas le matos, rien là. Ils nous ont dépêché en urgence pour choper les mecs qui rentrent la nuit là depuis 2 semaines, on n'en peut plus. Vous avez rien vu, Ah, les le gars. culé. Je me suis dit, c'est simple, c'est soit je passe pour le plus grand des cons, Mm. soit ça passe. Et là, histoire de malade, le mec me dit, il me dit, non, j'ai vu personne ce soir, mais vous m'étonnez pas qu'ils rentrent depuis 2 semaines. Les alarmes sont jamais activées. Et en plus, la fenêtre donnant sur le jardin, est au moins un jour sur 2, je la retrouve ouverte. Super, merci mec. Aux écouteurs, les 2 gars, ils ont tout entendu. Et fallait imaginer la scène où moi, dans ma tête, je me liquéfie face à l'agent de sécu. Un vrai agent de sécu. Et je me dis, mais c'est pas possible, il peut pas croire que moi, juste regarde la taille de mes bras, moi, agent de sécurité, je fais 1m-20, avec un gros sac à dos, et avec une cagoule retournée en bonnet, enfin, mais c'est passé. Et le mec m'a dit, mais rentrez, oh là là, ils vous ont même pas filé de matos et tout. Il m'a proposé de prendre un café. Et faut bien imaginer que pendant ce temps-là, les 2 mecs à l'oreille, ils ont hurlé de rire. Bah oui, tu m'étonnes. Hurlé. Et moi, je me disais, c'est passé, c'est passé. Et pendant encore une demi-heure, on a continué à faire le tour du truc en se disant, c'est pas possible. Le mec, en fait, on l'a pas du tout brain. Il est en train de me prendre pour un con pour que je reste là le temps que les flics arrivent. Ah. Donc on continue de faire le tour. On attend. Et à un moment, je dis, bon, allez, le tout pour le tout. Je retourne vers le mec et je lui dis, bon, là, il semblerait qu'il n'y ait rien. On va quand même faire un tour à l'intérieur. Parce que comme ça, on s'est dit, s'il y a des lumières allumées, il aura pas de problème, lui. Il viendra pas. Parce que lui, il arrêtait pas de me dire, s'il y a besoin, je viens. Hein. Non, non, on s'en occupe. On est 3. J'avais fait venir mon collègue en voiture et tout, une espèce d'SUV noir. Donc ça marchait, quoi. Et il a dit, ok, pas de souci, mais si vous voulez revenir à 3h, un petit café. Je lui ai dit, hop, bah merci, bah je vous dirai. Et le gars des toilettes, il nous a ouvert la porte, on est rentré, et on a foutu le Bronx. Meilleure histoire, qui est irréelle. C'est invraisemblable comme histoire, mais c'est arrivé, et j'en garderai ce souvenir ad vitam aeternam. Bien joué en tout cas, le culot. C'est une bonne histoire. C'était incroyable. J'ai encore la photo. Je sais pas si je pourrais vous la montrer, je vais essayer de la récupérer pendant les autres questions. J'ai encore la photo de la gueule que j'avais. Ouais. De la tenue que j'avais. C'est pas possible. D'être agent de sécu. C'était de l'agent de sécu AliExpress. Ouais, d'accord, ok. Je vais essayer de retrouver la photo pendant ce temps-là. Alors du coup, bah, on a 2 petites questions pour conclure. C'est des questions qu'on pose à tous nos invités. Alors la première, c'est est-ce que tu as un invité particulier à nous recommander en fait pour une future émission? Ça peut être dans n'importe quel domaine en fait. Et si tu veux, je te pose la deuxième question, comme ça peut-être que ça va tourner. Ouais. Et la deuxième question, est-ce que tu aurais 3 derniers ultimes conseils aux nouvelles générations de la cyber qui vont te regarder ce soir? Et plus tard aussi avec les replays. Ok. Alors, déjà, j'ai retrouvé la photo. Ça va, y a rien. Oh là là. Oh, le cambrioleur, quoi. C'est cadeau. On est d'accord? Ouais. C'est pas... Ça passe pas, ça. Non. Mais c'est passé. Il en avait jamais vu avant, je pense. Hein. Non, mais bref. Et bon, alors, ok, alors... Écoute, il y a une personne à qui je pense, là, comme ça. C'est Volker, sur le domaine de l'OSINT et tout. Ok. Qui est intervenu tout à l'heure dans le chat pour préciser un truc. Il a fait une présentation cette année à la Barbac. À la Barbac ou à la Sexy? Merde, je confonds. Non, c'était peut-être la Sexy. Putain, c'était l'un des deux. Je me souviens plus, malheureusement. Mais qui était très bien sur Overpass Turbo, qui est un outil qui est utilisé sur l'OSINT. Je trouvais la présentation super. Et je pense que ça peut changer aussi, d'avoir l'avis de quelqu'un qui fait un peu d'OSINT. Et qui sait le présenter. Je pense que j'en oublie d'autres. Hein. J'oublie pour sûr plein de personnes qui sont capables de présenter des trucs super.
Mais là, comme ça, c'est le premier nom qui me vient. C'est un peu biaisé parce qu'il fait partie de mon équipe, donc forcément, il fait partie des noms sur le top de ma tête. Mais ouais, là, comme ça, il fait partie des noms qui me viennent. Un autre nom que je peux trouver intéressant aussi, c'est Martial, du coup, MPGN, Oui, qui fait ok. le podcast I Can Speak. J'ai longtemps, parce qu'il est dans la région, là, Méditerranée. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec lui à plusieurs reprises, on s'entend super bien, que ce soit sur la partie technique ou non technique. Et lui, par exemple, est très investi sur la partie Craft Map Exec, Pocket Industries, sur son podcast. Ça peut être aussi intéressant d'avoir l'avis sur ce genre de questions de quelqu'un qui lui pose des questions, en fait, Hmm. à ses invités. Ouais, donc là, comme ça, ces deux noms me viennent à l'esprit. Allez, notez. Ouais. Et du coup, pour les 3 conseils, en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur le syndrome de l'imposteur, autant que faire se peut, ne pas se comparer avec les autres, ne pas tenter de se positionner vis-à-vis des autres dans le domaine. C'est très dur parce qu'on cherche toujours à se positionner pour savoir est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est moins bon, est-ce que. Le problème, c'est que une chose qui est rarement prise en compte, c'est que on peut se positionner sur un domaine très précis, mais en général, c'est pas ce que les gens font. En général, ils disent ah, je suis plus ou moins là dans la communauté cyber, la communauté de l'infosec. Mais non, ça marche pas. La communauté de l'infosec, c'est des mecs de 15 à 70 ans. Enfin, c'est de toute expérience confondue, de plein de polyvalences différentes, de plus ou moins spécialisés. Des mecs qui peuvent être ultra calés sur un sujet, mais très mauvais sur d'autres, et ce qui est normal. Ou des gens très polyvalents, mais donc du coup qui apportent une diversité folle. Enfin, pourquoi pas, hein, vous comparez, dire est-ce que je suis, où est-ce que je me positionne sur le pentest Active Directory. Pourquoi pas. Mais je serais vous, enfin, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Conseil, ne le faites pas à l'ordre d'une communauté, ça ne va pas vous aider avec ce syndrome de l'imposteur. Concentrez-vous plutôt sur la guerre avec vous-même, hein. C'est-à-dire devenir meilleur que ce que vous étiez il y a un an, contribuer à un max de trucs, aider vos proches, votre équipe, etc. Créer des outils, des ressources, des machins. Vous-même, être droit dans vos bottes, transparent, honnête vis-à-vis de votre travail, conscient de ce que vous êtes capable de faire ou non. Mais de là à faire la comparaison avec le reste des gens, je sais pas. Moi, je sortirais un peu de l'équation. Parce que ça amène à des conflits, ça amène à une espèce de guéguerre, si on pouvait dépasser ça, ce serait cool. Donc, ouais, faites-vous la guerre à vous-même, déjà, ce sera suffisant. On a plein de trucs à faire dans ce domaine. Ça, c'est le top 1. Top 2, ouais, comment dire, prioriser sur la partie certification, training, etc. On en a un peu parlé avant, mais pour moi, prioriser comment dire, vos contributions publiques, votre entraînement sur des plateformes publiques, Xbox, Rootme et tout. Pareil, avec honnêteté et transparence, on s'en fout de choper 1200 points en cheatant sur Rootme, qu'est-ce qu'on s'en tape. Donc perdez pas votre temps à ça, qu'est-ce qu'on s'en fout, sérieux. Le même temps que vous perdez à faire ça, pour les mettre ailleurs, sur autre chose. À développer un outil, je sais pas, même si c'est un outil existant, c'est pas grave, réimplémentez-le en Go, m'en fous. Refaites une paquette en Go, tiens, voilà. Mais et puis le jour où vous l'avez fini, une paquette en Go, je peux vous dire que vous allez vous faire recruter, hein. Mais bon, voilà, si vous mettez ces mêmes efforts ailleurs, sur la contribution publique, sur du développement d'outils, de ressources, de la contribution à des trucs existants, venez sur THR, sur Exegol, sur Actrix, sur Red Team, sur je sais pas moi, faites un compte Twitter, enfin sur votre compte Twitter, partagez des trucs intéressants, faites des espèces de petits threads cool, mais vous serez d'autant plus reconnu par votre communauté et par vos pairs que si vous passez le SCP quoi, ou des trucs équivalents, hein. Ça c'est bien quand vous avez un boulot qui vous le paye cette certif, mais je suis pas de l'avis d'accumuler de la certif comme ça, je suis pas sûr de la pertinence. Pour moi, le même temps peut être mis à contribution sur autre chose, qui a plus de valeur et qui apporte plus de choses à votre entourage, à votre communauté, et qui donc, par extension, vous apportera peut-être un peu de visibilité. Mais franchement, si on pouvait prendre tout le temps que les gens individuellement ont passé à se dorer le CV, et qu'on tournait ce temps-là, qu'on le transformait en contribution à la communauté, putain, on n'aurait pas ce genre de discussion sur le paradigme du setup du hacker,
des problématiques d'audit des outils open source, de la rémunération des équipes de recherche, enfin, on n'en serait pas là, quoi. Mais bon, l'individualisme triomphera, je pense, toujours dans une certaine mesure. Et top 3, vous limitez pas, enfin, comment dire, dans la recherche d'un emploi, dans le maintien d'un emploi, etc., je ne regarderai pas, à votre place, que le salaire. On en parlait tout à l'heure sur la partie recrutement, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Et donc, je vous invite à poser des questions et à vous intéresser vraiment à ce qui constitue une offre de recrutement quand vous allez rejoindre une entreprise, que ce soit en sortie d'école ou en sortie d'une autre entreprise, hein. Ça fera gagner du temps à tout le monde, déjà, mais en premier à vous. Ça vous évitera de passer par des cases qui, dès le départ, n'étaient pas compatibles et que vous auriez pu savoir être pas compatibles si vous avez posé de bonnes questions. Et puis, ça permettra de mettre en perspective aussi la partie rémunération. Il y en a pour qui c'est plus ou moins important, hein, la partie rémunération, et je l'entends. Pour autant, je pense que il y en a qui se rendent pas forcément compte de ce qu'ils peuvent tirer d'une équipe, d'une bonne entente, de bons projets et d'autres trucs, hein, qu'on a ou pas. Chez CapG, le sujet est pas là, mais il y a plein d'autres trucs à prendre en compte. Il y en a qui sont très attachés à avoir du temps pour de la recherche, d'autres qui sont très attachés à faire partie d'une équipe, d'autres qui sont très attachés à avoir des missions très intéressantes, challengeantes. Il y a plein de trucs. Identifiez ce que vous voulez faire et faites-le rentrer en ligne de compte. Voilà, plutôt que je regarderai pas que le chiffre du salaire, parce que je pense que ça peut générer des frustrations d'une nature tout autre que de se dire je suis moins payé qu'un tel. Parce que vous serez toujours moins payé qu'un tel, c'est sûr. Et demain, si vous êtes le pentester le mieux payé de France, ou d'Europe, ou du monde, il y aura toujours un mec qui sera mieux payé que vous juste au-dessus. Et je suis pas sûr que vous avez envie de prendre son poste juste pour le salaire. Parce que, je sais pas, imaginons le mec au-dessus, c'est un commercial par exemple. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire du commerce? Juste pour gagner son salaire? Je pense pas. Donc dans la même mesure, je pense qu'il y a une réflexion à mener sur le pentest en lui-même. Est-ce que vous avez envie de faire dans le monde du pentest? Plus ou moins technique, plus ou moins pilotage, plus ou moins technique, red team, blue team, machin truc. Et en fonction de ça, le faire rentrer en ligne de compte. Et pas oublier de du coup, poser ces questions. C'est important de parler du salaire, ça l'est, bien sûr, c'est pas tabou. Mais c'est aussi important de parler du reste. Et il y en a plein qui le font pas. Et je trouve ça dommage. Parce que du coup, ça amène à des frustrations qu'ils auraient pu éviter. Et puis peut-être que du coup, ils loupent des opportunités qui auraient pu les rendre plus heureux sur le moment. Donc ouais, voilà, ce serait mon troisième conseil. Il y a beaucoup d'écoles et tout qui mettent l'accent beaucoup sur le salaire à la sortie et tout, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, ce serait mon troisième conseil. Très bien, impeccable. Bien écoute, on arrive à la fin de cette longue interview, toujours aussi intéressante. Ça va être le moment de partager les endroits où on peut te retrouver. Alors moi j'avais noté dans le chat, pardon, Twitter de Hacker Recipes et le repo de Hexagon. Est-ce que tu as d'autres ressources à partager éventuellement? Je fais juste une passe sur Twitter. Ouais. Pour ceux qui auraient des questions ou quoi que ce soit, mes DM ils sont et je pense resteront, j'espère, toujours ouverts. Donc si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Faut pas penser que je reçois un DM tous les quarts d'heure, c'est faux. Donc je peux trouver aussi du temps hein, pour répondre aux gens. Donc si vous êtes dans une école, ou même que vous êtes plus avancé dans le métier, vous avez envie de discuter ou quoi que ce soit, je suis tout à fait ouvert. Donc n'hésitez pas, ce serait avec plaisir je sais pas, de confronter des idées ou d'apporter une perspective sur quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas, sur Twitter, vous pourrez m'envoyer un message, sans avoir l'obligation de me suivre, je pense. Je sais pas, à vérifier. Je Donc, ça peut confirme, même tu m'avais filé un coup de main, je t'avais posé une on va question, j'avais eu un problème de proxy et tu m'avais renseigné direct et tout. Ouais. Et du coup, je serais curieux de savoir s'il est obligatoire de me follow pour pouvoir m'envoyer un message. Je sais pas. Idéalement. Bon, je vais arrêter de te follow pour voir. Allez, on fait ça, on fait le test. Non, voilà, après pour les autres contacts, du coup, non, j'en ai pas plus. Si vous êtes intéressé par contribuer, par lire en tout cas, par utiliser les outils que je peux mettre à disposition, faites-vous plaisir. Je serais heureux de savoir que ça peut vous servir. Si vous pouvez faire un feedback dessus, bon ou moins bon, je prends toujours. Ce que je prendrais plus difficilement, ce sera comme je disais tout à l'heure, les critiques bizarres qui sont basées sur rien. Enfin, c'est un peu chelou. Mais bon,
Même si si vous avez envie de m'envoyer votre sel, pourquoi pas, je m'en servirai pour cuisiner avec. Et par contre, s'il y a des gens qui souhaitent contribuer ou qui ont des idées de soit contribuer à des projets qui sont chez moi ou d'autres trucs, voire même contribuer de leur côté à d'autres projets qui sont décorrélés des miens, mais qui ont envie de discuter, d'échanger de comment faire, quelle serait la meilleure approche, voilà, d'échanger là-dessus, bah, n'hésitez pas. Moi, c'est ça aussi qui m'importe de contribuer à un ensemble, donc si je peux vous aider sur les trucs, bah, je suis là. J'ai une dernière et ultime question. Est-ce que tu as passé une bonne soirée en notre compagnie ou est-ce que c'était absolument atroce? C'est absolument atroce, sans blague. Merde. Mais sur la communauté du Meet X the Box, on avait balancé un défi de balancer une phrase. Très bien. C'est fait. Ah ouais? Ok. Voilà. Ah, je l'ai pas capté. Vers la fin. Et Ok. non, pour répondre à une question hyper importante que j'ai vue dans le chat, pronostic sur France-Maroc demain, j'en ai pas. Voilà. Mince. Donc ensuite, question suivante, j'ai passé une très très bonne soirée avec vous, c'était un vrai plaisir. Bon, C'est une super initiative que vous avez. super. Je trouve ça très cool de pouvoir prendre le temps de creuser ces sujets. On en avait discuté ensemble, mais les débats qu'on a entre experts ou connaisseurs d'un sujet, je trouve ça parfait, c'est super. Pourtant, c'est aussi parfois bien aussi de prendre le temps de creuser certains sujets et de creuser les avis que certaines personnes ont sur un ensemble de domaines. Donc voilà, je trouve que l'initiative est parfaite. Ça va dans le même sens que d'autres podcasts existants. Enfin, je trouve ça vraiment très très cool. Donc bravo à vous pour cette organisation et tout. Bon courage pour le montage aussi. Et next step, pourquoi pas mettre en place des débats, du coup, pour faire suite à ces réponses qui sont restées sans contestation. Peut-être hormis le chat, mais pourquoi pas confronter un peu des idées différentes. Ouais, c'est vrai, Sur des formats c'était. moins profonds, du coup, mais ça peut être pas mal. À voir si ça peut intéresser vos j'allais dire téléspectateurs, putain. Presque. T'as pris un coup de vieux là, direct. Ah merde. Spectateur tout court. Merde, vos viewers. Mais écoute, oui, très certainement. C'est vrai que l'idée a été lancée tout à l'heure en off, mais c'est une idée très intéressante. Et bah écoute, ça va être creusé en tout cas. En tout cas, le format comme il est aujourd'hui, je le trouve super. Bon. Et c'est vraiment bien. Vous prenez du temps pour faire ces trucs-là, ce que peu de gens font. Donc bravo. Bon, bah écoute. Faut continuer. Merci, c'était un plaisir, de t'avoir. Ouais. Et ben, à l'occasion. Gros bisous. Yes. Bonne soirée. Ciao. Et à demain pour le match. À bientôt tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.